Voilà, notre deuxième invité se nomme Exaucé Kiala. Il est analyste politique indépendant et un très bon écrivain. Mais aujourd'hui, on le prend dans sa casquette d'analyste politique. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, très cher Gaëtan. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui auront l'opportunité de nous suivre, qui nous suivent et qui vont nous suivre dans vos différents canaux de communication. C'est pour moi un réel plaisir de rehausser de ma présence dans vos antennes. Alors, j'aimerais écouter votre avis, votre point de vue sur la question du changement constitutionnel. En tant que jeune, lorsque vous suivez ce débat, lorsque vous écoutez le chef de l'État qui émet une initiative, il en a le droit en tout cas de penser, de propulser, d'initier la révision constitutionnelle. Le changement, je ne sais pas trop. Vous, ça vous inspire quoi? D'abord, je voudrais signifier ici que la question relative au changement de la Constitution, à la révision constitutionnelle, d'abord la révision constitutionnelle est constitutionnelle. La Constitution de la République démocratique du Congo étant souple, prévoit des modes de sa propre modification. Mais deuxièmement, en tant que politologue, j'ai essayé d'analyser cette question sous une approche beaucoup plus historique. Suivez-moi très bien. Vous savez, avec Lumumba et Kasavubu en 1960, il y a eu des crises. Les crises ont été bien évidemment créées à cause d'une force qu'avaient les parlements à l'époque. Nous étions sous une gestion du parlementarisme. Et d'ailleurs, après, le colonel Mobutu s'est servi de ces crises pour faire son coup d'État en 1965. Nous arrivons en 1965, Mobutu arrive, il instaure... On est passé à un régime présidentiel, ce que vous voulez dire. Exactement, nous sommes passés dans un régime purement présidentiel, je dirais d'ailleurs présidentialiste, où le pouvoir est concentré autour d'une personne. Et vous savez bien plus que moi que Mobutu supprime le pluralisme politique pour un monopartisme. Il instaure le parti-État, le MPR. D'ailleurs, pour être nommé, il faudrait être membre du MPR. On a appelé cette période-là, la période de la dictature. Exactement, okay. Une dictature, voilà un pouvoir extrêmement totalitaire. Nous arrivons avec Joseph Kabila. J'espère que la Constitution du 18 février 2006 a été rédigée en fonction de l'histoire politique du Congo. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait trouver un terrain d'entente, ce terrain qui met en exergue une partie du présidentialisme et une partie du parlementarisme, où on parle du régime semi-présidentiel, d'autres parleront du système politique bicéphale. Le bicéphalisme, deux céphales, c'est la tête. L'exécutif est bien évidemment partagé entre le président de la République et le Premier ministre. Et d'ailleurs, dans cette même constitution, vous trouverez le régionalisme, vous trouverez la décentralisation. D'ailleurs, j'en profite pour saluer le bourgmestre adjoint de la commune délimitée, Maître Isaac Mukendi, qui d'ailleurs continue à militer pour l'instauration pleinement ou effective de la décentralisation. Ce mode de gestion qui permet tout justement de commencer les développements de par la base. Parce qu'il est impossible, en République démocratique du Congo, pour un pays de 2 345 410 km², entre guillemets, de développer les pays sans mettre l'accent sur la décentralisation. Et cette constitution du 18 février... Oui, qui a été rédigée dans un contexte de crise sécuritaire énorme, en dehors de l'histoire politique que vous venez de relever tout à l'heure. Là n'est pas peut-être la question, mais la plus grande question est de savoir quel est le rôle d'une constitution. Vous savez bien plus que moi que j'épingle ici deux rôles de la constitution. Le premier rôle qui est tout justement de limiter les pouvoirs des dirigeants. Vous trouverez dans la constitution du 18 février 2006 les limites du mandat du président de la République et de tous les gouvernants. Le deuxième rôle, c'est d'asseoir les droits et libertés des citoyens. Vous trouvez dans la Constitution du 18 février 2006 les citoyens qui retrouvent leurs droits, d'ailleurs le droit à la vie, à la santé, à un assainissement, à un milieu d'assainissement très sain et tant d'autres. Donc je ne dis pas que la Constitution du 18 février 2006 est la meilleure, mais au regard de l'histoire politique du Congo, je trouve que nous sommes servis des aléas du passé pour constituer cette charte ou ce soubassement légal qui nous sert aujourd'hui de parchemin en République démocratique du Congo. Mais alors, jusque-là, vous n'avez pas dit vraiment que cette constitution devrait être changée actuellement. Non, je n'ai pas dit que la constitution devait être changée. Ou le changement qu'on devrait la réviser. D'ailleurs, j'en profite pour contredire mon prédécesseur qui a dit que le changement de la constitution est constitutionnel. La constitution du 18 février ne prévoit pas de modalité de son changement, mais des modalités de sa révision. Alors, vous avez des choses à lui reprocher à cette constitution? Exactement. Par exemple, le pluralisme politique exagéré. Vous trouvez dans l'article 6 de la Constitution que tout Congolais a le devoir de se réveiller un bon matin et de créer un parti politique. Et nous nous retrouvons dans quel cas? Dans le cas où nous avons 900 mais il y a une loi organique qui régit justement. Qui régit tout justement, mais il faudrait la loi organique tire sa substance dans la Constitution. Il faudrait déjà la Constitution aussi, je ne suis pas constitutionnaliste, ne peut pas tout dire.
Alors, oui. Mais la loi organique sur sa substance, allais-je dire, sur la Constitution. Il faudrait déjà que la Constitution limite, avant que la loi organique ne vienne étaler. Deuxièmement, l'article 103 par exemple. On me dira que le député sont élus pour un mandat de 5 ans et ils sont rééligibles. Il faudrait limiter ça. Vous trouverez qu'il y a des gens qui sont députés nationaux depuis la Première République jusqu'à ce jour. Le Sénat, l'article 104 par exemple. Je suis en train d'épingler les aléas pour moi que je trouve qu'il faudrait modifier. L'article 104 par exemple. Est-ce que nous devons toujours avoir une deuxième lecture? Ça veut dire que l'Assemblée nationale examine et le Sénat vient faire le même travail. Alors que le Sénat, nous disons beaucoup plus... Ce sont des choses qui se font ailleurs, ce sont des pays qui se sont développés grâce à leur constitution. En France, nous-mêmes, il y a 2 lectures seulement. En France, on peut aller à plus de 6 lectures jusqu'à ce qu'on mette en place une comme l'a dit, là je me mets d'accord avec le président de la République, doit s'adapter aux situations, d'ailleurs socio-économiques du pays. Est-ce que nous devons avoir une seconde lecture alors que le Sénat est l'une des institutions la plus... Avoir la deuxième, est-ce que avoir une deuxième ou une troisième, quatrième lecture pose quel problème en fait de développement? Le problème, c'est que le Sénat aujourd'hui nous pose un problème de budget. Vous le savez, aujourd'hui, les enseignants sont en train de grève. D'ailleurs, vous l'avez épinglé au sommaire de votre allocution. Il faudrait allouer des fonds ailleurs. Aujourd'hui, nous avons la crise sécuritaire à l'est du pays. Nous avons même vu des soldats qui ont été appréhendés dire qu'ils ont fui parce qu'ils ont fait 5 jours sans manger. Pendant ce temps, nous avons une deuxième lecture. J'épingle ces sujets en fonction du budget qui est alloué au Sénat. Alors, je pense que, pour ma part aussi, si vous me permettez, notre constitution est plus souple que la constitution française, par exemple. La nôtre, quand il y a 2 lectures différentes, c'est la lecture de l'Assemblée nationale qui prime. Mais en France, on peut aller comme ça jusqu'à ce qu'on fasse intervenir d'autres mécanismes. Alors, donc, pour vous, la Constitution qui a régi ce pays jusqu'ici a quelques failles qui mériteraient d'être revues. Exactement. La Constitution a quelques failles, comme vous le savez que tout être humain ne manque pas et toujours... Kabila aussi l'avait dit à l'époque, la Constitution. Exactement. Mais la plus grande question également que j'aimerais poser au président de la République, c'est la nécessité. Parce que j'ai vu hier, j'ai même eu froid au corps de voir qu'un de vos confrères journalistes a posé la question au ministre, au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qu'est-ce que la Constitution vous bloque, vous? À quel moment la Constitution... Où est-ce que ça vous bloque? Exactement, vous vous rendez compte que le ministre a vacillé sans se rendre compte, sans épingler justement la question ou le vrai problème de la Constitution à ce niveau. Donc j'estime qu'il n'y a pas de nécessité. Il a quand même dit qu'il ne sait pas gérer les entités provinciales justement à cause de la Constitution. À quel niveau? Il n'a pas épinglé là où la gestion des entités ou des provinces lui fait défaut. Donc pour dire qu'il y a aussi un problème de nécessité. Je crois que la République démocratique du Congo passe des moments très difficiles où les signaux sont très forts. Il faudrait orienter les choses ailleurs. Je crois que la commission que devrait mettre le président de la République, comme il a annoncé au début de l'année, doit être mise pour gérer les problèmes sociaux des bases. Vous savez que l'État a aussi des missions comme l'État gendarme, l'État solidaire, laquelle il facilite ici l'insertion aux services sociaux des bases, la santé, le transport, l'éducation et tant d'autres. Je crois que la commission mise par le président de la République devait plutôt se pencher sur comment mettre la RDC en voie de développement. Est-ce qu'il y a de l'agitation autour de la question? Oui, je crois qu'il y a de l'agitation parce que lui-même, le président de la République, dit que la Constitution a été rédigée par des étrangers dans la ville où la Constitution a été rédigée, à Sindini ou à Kisangani. C'est déjà un problème. Et l'interprétation de l'article 210, j'aimerais quand même y revenir, comme il a épinglé, que la souveraineté dont on fait allusion ici n'est pas la sécession des terres, monsieur le président de la République. Permettez-moi de le dire. La souveraineté en sciences politiques est définie tout justement comme l'acceptation populaire du souverain primaire ou la capacité qu'a le souverain primaire d'exercer pleinement son droit sans influence extérieure. Un État est dit souverain lorsqu'il exerce pleinement son droit. Quand on parle de la cession, où on parle de céder une portion de souveraineté, on ne parle pas d'une portion de terre, on parle voilà, de céder une partie de son pouvoir pour un bien commun, comme on l'a épinglé au dernier alinéa, pour l'intérêt africain. C'est peut-être de la souveraineté immatérielle, alors, on va dire. Immatérielle, je ne parle pas de matériel. Alors, vous êtes ici aussi en tant que représentant d'une grande association qui évolue pour le moment au Canada, mais qui va s'implanter à Kinshasa au mois de janvier, le 8, vous allez me corriger si c'est le cas. Alors, la dynamique des nationalistes congolais, la DNC en cycle, dont nous avons reçu récemment le coordonnateur Gilbert Emongo, initiateur et fondateur, à qui je passe justement mes salutations depuis le Canada où il nous suit en direct. Alors, en quelques mots, c'est quoi cette association ?
Vous le savez bien plus que moi que la Constitution du 18 février, d'ailleurs celle qui vient de faire objet d'un débat, permet les mouvements associatifs de jeunes dans son article 37. L'État a le devoir de garantir l'existence des mouvements associatifs de jeunes. D'ailleurs, l'article 39 de l'ordonnance relatif aux attributions des ministères, d'ailleurs le ministère de la Jeunesse a aussi également cette mission de promouvoir les associations ou le mouvement associatif de jeunes. Donc c'est d'abord constitutionnel que nous organisons ou que nous créons de mouvements associatifs de jeunes. Pour nous, l'objectif est de promouvoir, l'objectif, allais-je dire, est de promouvoir les initiatives de jeunes, mais également mettre un accent sur l'éveil de la conscience, l'éveil de la mentalité, l'éveil de l'esprit. Vous savez bien plus que moi que le problème du Congo est beaucoup plus anthropologique que normocentrique. Il n'est pas autour des espèces sonnantes et alarmantes, mais c'est autour de l'homme congolais. L'homme congolais est majoritairement composé des jeunes. Et cette jeunesse fait aujourd'hui objet des cibles dans notre dynamique, la dynamique des Congolais, des nationalistes des Congolais. Alors, il y a aussi des articles qui ont été écrits sur la DNC, la dynamique des nationalistes congolais. Au Canada, déjà, cette association défend les intérêts des jeunes étudiants congolais qui étudient au Canada. Et ils étaient aussi sur le terrain lors du décès de Alexandra, dont les parents ont été accompagnés par cette dynamique. Je crois qu'au Canada, le service avait déjà été commencé. L'objectif ici, c'est de l'implanter à Kinshasa, non seulement à Kinshasa, mais sur toute l'étendue du territoire national. Alors, la sortie officielle, c'est le 8 janvier, vous l'avez confirmé. Vous êtes aussi responsable d'une pétition contre le gouverneur de Kinshasa. Le gouverneur, je vous l'ai dit, Jantini Gobi, le gouverneur Daniel Bumba. Pourquoi une pétition contre Daniel Bumba qui a des idées encore fraîches? Pourquoi et qui a toute l'énergie qu'il faut pour redresser Kinshasa? Je crois, pourquoi une pétition? Cette question, je ne dirais pas qu'elle est mal posée, mais elle ne tient pas lieu dans un pays démocratique. Parce que la Constitution du 18 février 2006, la Constitution qui fait d'ailleurs débat, qui a fait objet de débat dans notre premier sujet, me garantit, moi, en tant que Congolais, d'initier une pétition contre une autorité publique. Oui, mais pour que les autres vous rejoignent, ils doivent savoir pourquoi vous mais justement, au regard des signaux forts, vous le savez, je ne suis pas un parvenu. Je l'ai toujours dit dans différents plateaux que j'ai proposé à la ville un programme quinquennal de gouvernance qui était centré sur l'homme. Parce qu'avant d'apporter une thérapie de choc, il faudrait d'abord connaître le problème. Je parie que si vous demandez à Daniel Bumba le problème de la ville, il sera peut-être incapable de vous le dire. Et nous avons diagnostiqué, nous avons compris que le problème était il est passé à Télé 50 ici. Ouais, je sais qu'il est passé à Télé 50. C'était des arguments, en tout cas, très bien trouvés. Et il maîtrise quand même. Non, mais les arguments très bien trouvés ne corroborent pas avec les réalités sur le terrain. Je crois que vous allez me laisser continuer avec ma fille. Je disais que nous avons épinglé le problème de la ville. Il est autour de l'homme congolais. Parce que vous savez que l'homme est lui-même qui crée le problème. D'ailleurs, Joe Kapenda, un auteur de Kolwezi que j'ai lu, qui a dit que l'homme congolais demeure et reste le véritable moteur du développement. Mais la plus grande question à ce jour demeure son mental. Mais comment l'homme veut changer le pays mais ne veut pas changer sa propre mentalité? Alors, si au regard de ce problème que nous avons proposé un programme quinquennal de gouvernance de 5 ans qui était centré sur l'homme. Mais la deuxième des choses, c'est les problèmes qu'on trouve sur la ville. Aujourd'hui, j'ai peur parce que s'il pleut ici, j'aurais du mal à arriver chez moi au regard des situations précaires que traverse la ville. La délinquance juvénile, l'insalubrité, les problèmes que rencontrent les entités territoriales décentralisées, parce que j'écris sur les problématiques de rétrocession dans les ETD. Il a lancé un projet ambitieux qui, les Obonga, a chiffré à beaucoup de milliards de dollars. Mais le programme, il n'est pas réel sur le terrain. Il n'est pas réel sur le terrain. Le problème, c'est que les aspirations ou le programme du gouverneur doit rencontrer les aspirations du peuple. Vous pensez qu'il est débordé par les événements? Ça, je ne sais pas, mais c'est pour ça qu'il a été élu. Il a été élu pour des problèmes. D'ailleurs, le chef n'hérite pas les problèmes. Le chef connaît les problèmes avant de gérer. Donc, je parie que Daniel Bumba, en tant que gouverneur, ne connaît pas les problèmes de la ville. Et nous, en tant que citoyens, nous devons faire notre part. Et notre part a été faite en initiant une pétition qui, d'ailleurs, est acceptée par la majorité des Kinois. Et nous avons pleinement l'assurance que nous allons atteindre 100 000 signatures afin de les déposer auprès de l'autorité compétente. Mais la dernière question... Vous la déposerez où? À l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais la dernière question, est-ce que nous avons élu des députés provinciaux? Ça fait mal que nous, en tant que citoyens, parce que Maître Bill vous dira que les députés provinciaux sont en fait les détenteurs précaires du pouvoir du peuple. C'est nous, en fait, en démocratie, c'est ça, c'est les pactes sociaux qui priment. Et pacte social entre gouvernants et gouvernés s'appelle l'élection. Et nous avons légué notre pouvoir auprès des députés provinciaux afin d'exercer pour nous, en notre faveur, le pouvoir. Mais qu'est-ce qui se passe?
il pleut chaque jour, les inondations, et Daniel Bumba n'est jamais inquiété. C'est la pluie qui empêche Moi, au gouvernement. C'est la pluie qui constitue... Tout à l'heure, vous êtes voisin du gouverneur. La question de développement. Vous êtes voisin du gouverneur. Je me pose la question de savoir il viendra quand arranger le boulevard Lumumba alors que devant son bureau... Merci. Vous savez, vous y passez de temps en temps, cher Gaëtan. Merci beaucoup. Exaucé qui est là. Peut-être en 30 secondes, dernière question. Vous êtes écrivain, vous écrivez sur quoi généralement? Non, je ne suis pas écrivain. Ça a été une erreur du designer. Je m'en excuse pour ça auprès des téléspectateurs parce que les questions sont venues dans ce sens. Je crois que c'est une erreur qui ne va plus revenir. Alors, je pense que vous deviendrez alors. Ce sont mes aspirations également. Plus tard. Merci beaucoup d'être passé. On va terminer par cette question de la menace de grève au sein de l'enseignement supérieur et universitaire. Je le disais, à l'ISP Lubumbashi, il y a déjà grève même. À Kinshasa, il y a bataille entre les organisations syndicales. Alors, où se trouve la ministre? Qu'est-ce qu'elle envisage par rapport à cette question? On en parle avec les chargés de communication du ministère de l'ESU.